quand les mafias brésiliennes et italiennes s'unissent en Côte d'Ivoire. Drogue, blanchiment d'argent. Affaire là, depuis un moment, on parle. Mais si on n'explique pas, les gens ne vont pas comprendre. C'est pourquoi on fait des recherches et puis on vient vous présenter l'état de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi il faut qu'on lutte ensemble pour que le mal du blanchiment d'argent, de la drogue, de l'argent facile, de l'argent sale puisse être un lointain souvenir dans notre pays. Aujourd'hui, on va vous parler de la mafia brésilienne et italienne qui sont en Côte d'Ivoire, qui se sont unis pour essayer de détruire notre économie à travers la drogue et le blanchiment d'argent. La Côte d'Ivoire est au cœur d'un réseau très organisé de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. L'article commence pour nous dire que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui le point focal, le point central des mafias italiennes et brésiliennes. Et ils en profitent pour faire du trafic de la drogue en Côte d'Ivoire et du blanchiment d'argent. On a expliqué ce que c'est que le blanchiment d'argent. Primero Comando de Capita, également connu sous le nom de Partido do Crime, Quince y Familia. Ça, ce sont les noms qu'ils se donnent. Par exemple, on a un groupe qui s'appelle Primero Comando da Capita. Les gens les appellent aussi Partido do Crime, Quince y Familia. Le parti du crime, 15 et famille, duquel 111 prisonniers ont été tués lors d'une seule et même opération par la police militaire, est un collectif de criminels créé en 1993 pour améliorer les conditions de détention en milieu carcéral. C'est une mafia qui est née dans les prisons en 1993. Selon eux, c'était pour améliorer les conditions de détention des prisonniers. Et comme vous le savez, on peut les appeler aussi PCC, Partido de Crime Quince y Familia, ou bien Primero Comando da Capita. C'est la même chose. C'est quand on vous dit, mais ça a quel lien avec la Côte d'Ivoire? Suivez-moi très bien, vous allez comprendre. Donc quand je vais dire PCC, c'est le même groupe de mafia. Je vous ai dit mafia italienne et brésilienne. On va les appeler PCC. L'objectif initial du PCC était de prévenir les massacres similaires en prison. Le PCC s'est au fil du temps positionné comme médiateur dans les conflits quotidiens. Des négociations ont alors été entamées avec les responsables de prison. Le PCC mettrait un terme aux troubles causés par les détenus sous réserve que les conditions quotidiennes s'améliorent. Et donc, nous sommes en 2024 et le PCC est devenu une des organisations criminelles parmi les plus complexes au monde. Présente sur tous les continents, le PCC a conclu des accords avec d'autres acteurs criminels importants, notamment des mafias d'Europe, dans différentes chaînes d'approvisionnement illicites, stupéfiants, armes à feu, véhicules volés, extorsion de fonds. Il est présent en France, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, au Chili, en Uruguay, en Argentine, en Suisse, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Chine, en Italie. En s'appuyant sur une vaste infrastructure financière, il est aussi présent à travers des filiales locales nigérianes, capverdiennes, mozambicaines, libanaises, russes, italiennes et d'Europe de l'Est. C'est là que ça devient intéressant. Tout ce que je vous ai raconté là, le PCC, c'est un mouvement criminel brésilien qui est né dans les prisons et une fois il y a eu 111 personnes prisonniers qui ont été tués dans les prisons. Ils ont dit comme c'est comme ça, nous on va être des médiateurs entre les prisonniers et les autorités. Ils ont fait peau neuve, les gens ont cru en eux et ils ont profité de cela pour s'incruster et avoir des réseaux partout dans le monde. Ils sont devenus une des organisations criminelles les plus puissantes au monde. Et quand ils se sont assis avec toute la puissance financière qu'ils ont,
de l'Europe à l'Afrique en passant par les Amériques, ils font de l'approvisionnement en drogue, en armes, véhicules volés et surtout dans les rackets de fonds, dans les kidnappings. Ils font tout ça. Ils sont présents dans tous les grands pays du monde que je viens de citer, la France, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, le Chili, l'Uruguay, l'Argentine, la Suisse, l'Espagne, le Portugal, les États-Unis, les Pays-Bas, la Chine, l'Italie. Ils sont partout. Ce n'est pas l'argent qui est leur problème, mais c'est avec l'argent sale qu'ils circulent. Et on aurait pensé que l'Afrique en était épargnée. Ok, non. Ils ont leur proxy, ils ont leur circuit sale en Afrique. Ils ont des réseaux nigériens du Nigeria. Ils ont des réseaux au Cap-Vert. Ils ont des réseaux en République mozambicaine. Ils ont des réseaux libanais. Ils ont des réseaux russes. Ils ont des réseaux italiens. Ils ont des réseaux en Europe de l'Est. Et ce qui est intéressant, ils ont un réseau en Côte d'Ivoire. Selon la police brésilienne, en 2023, le PCC était aussi présent en Angleterre, au Suriname, au Guyana et en Guyane. Et donc, pour simplifier l'équation, ils sont présents partout, sauf là où ils ne veulent pas être. Le PCC se caractérise notamment par sa capacité de créer des partenaires commerciaux ponctuels et des accords majeurs. Figure son alliance avec la 'Ndrangheta, une des plus violentes mafias italiennes depuis la fin des années 2010, pour faciliter les exportations vers l'Europe, y compris via l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez qu'on s'approche un peu. Et donc, pour réussir leur mission, qu'est-ce que ces personnes-là font? Ils essaient maintenant de s'appuyer sur les grands groupes criminels. Et si on prend par exemple la mafia calabraise, si je ne m'abuse, qu'on appelle la 'Ndrangheta, c'est une mafia en Italie. Ils vont aussi s'appuyer sur la 'Ndrangheta pour essayer de faire venir la drogue en Europe. Mais cette drogue-là doit passer par l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pourquoi les djihadistes que vous voyez au Mali, là, eux aussi sont dans le réseau. Ils sont dans le réseau et ils travaillent au même titre que les grands groupes de bandits qui sont dans le désert. C'est en fait un business très généreux pour eux. Il y a même un haut gradé de l'armée malienne qui a dit que dans une transaction, là, lui, il peut gagner 100 millions. Mais lui, son salaire, là, ça ne dépasse même pas les 300 000. Que donc, là, eux, là, la guerre qui est au Mali, là, le désordre qui est au Mali, là, le désordre d'Assimi, là, ça leur profite plus que la paix. Donc, là, eux, tous, ils sont d'accord avec les djihadistes et les groupes du grand banditisme dans le désert qu'il faut que le désordre, là, continue. Il faut que Assimi reste pour que le désordre, là, puisse continuer parce que ça les arrange tous. Et quand c'est comme ça, la drogue, là, ils font transiter ça au désert. Puisqu'on est dans un état de non-droit. Et maintenant, ils ont des grands lieux dans le désert où ils déposent ces drogues-là. Et ce sont les djihadistes avec l'armée malienne. Là où l'armée malienne contrôle, elle contrôle la drogue là-bas. Quand ça arrive dans les zones djihadistes ou dans les zones des soi-disant groupes armés, eux aussi s'occupent de ça. Jusqu'à ce que la drogue arrive en Europe, c'est la 'Ndrangheta qui prend ça maintenant pour distribuer dans l'Europe. Parmi les structures avec d'autres groupes brésiliens et avec des réseaux criminels étrangers, notamment la mafia des pays de l'Est, le PCC est devenu un acteur central alimentant le marché de la cocaïne en Afrique et en Europe. Et là, le message, il est clair. Une partie du flux de la cocaïne coordonnée par le PCC et la 'Ndrangheta transite par l'Afrique de l'Ouest, comme le montrent les enquêtes internationales et régionales des forces de l'ordre, qui indiquent que des éléments de la 'Ndrangheta semblent avoir été impliqués dans le trafic, notamment au Sénégal, au Niger, au Ghana. La Côte d'Ivoire est le seul pays dont on est certain qu'elle y est présente. Et donc, voilà que c'est clair maintenant. Si la Côte d'Ivoire est sur une liste noire là, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Ces éléments-là du PCC, en collaboration avec la 'Ndrangheta, la mafia italienne, ils sont en Afrique de l'Ouest. Il y a eu des enquêtes internationales qui ont prouvé que dans leur trafic de drogue, ceux qui sont au Sénégal, ils passent. Au Niger, eux, ils passent. Au Ghana, ils passent. Mais pour la Côte d'Ivoire même là, ils sont installés là-bas en Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire est le seul pays dont on est certain qu'elle y est présente. Ça là, tout le monde comprend ce français là. Ça veut dire, ces groupes-là, le PCC et l'Andrangheta, sont en Côte d'Ivoire. Mais ils sont là comment? C'est à travers les Libanais. Les Libanais que vous voyez là, qui disent qu'ils sont là, c'est pâtisserie, ils ont fait. Je suis dans boulangerie. Non, moi je suis là, c'est jouer des enfants, je vends là. Tout ça, c'est faux. Ils sont dans ce trafic de drogue. Et c'est eux qui salissent l'image de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il faut dire. Quand je dis ça, ça surprend les Ivoiriens. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai fait les enquêtes. C'est une enquête, ce sont des enquêtes internationales, régionales, des forces de l'ordre, de toutes les polices de l'Afrique de l'Ouest qui disent ça. Et l'ONU vient certifier et reconnaître ça. Et donc, ce qui est la vérité, là, on va dire, hein. Ce qui est la vérité, là, on va dire, sans coup férir. Pourquoi le Ghana, ils ne sont pas installés au Ghana? Pourquoi ils ne sont pas au Niger? Pourquoi ils ne sont pas au Sénégal? Et pourquoi c'est en Côte d'Ivoire ils sont installés? C'est parce que ce sont les Libanais, là, qui font ça. Est-ce qu'on ne les a pas attrapés à San Pedro? Donc, ce que je dis là, je ne suis pas dans les imaginaires. Je sais de quoi je parle. Les blanchiments d'argent que vous voyez, les jeunes gens qui sont là pour faire la fanfaronnade, tout ça, c'est du blanchiment d'argent. Et je répète encore, la Côte d'Ivoire est le seul pays dont on est certain qu'elle y est présente. L'Andrangheta y a d'ailleurs réalisé ces grosses opérations d'exportation récente de cocaïne via ce pays. Et l'article vient pour nous dire ici que la mafia italienne qu'on appelle l'Andrangheta, là, Pop, tout récemment, a réalisé des grosses opérations d'exportation de la cocaïne via ce pays pour faire partie de la drogue en grande quantité. En Europe, là, ils ont utilisé la Côte d'Ivoire pour le faire. Moi, ce que je dis là, je n'invente rien. Je prends des documents et ces documents-là, je l'ai bien dit, c'est le Bureau des Nations Unies qui s'occupe des drogues et des stupéfiants. C'est là-bas que j'ai pris ce document-là. Ça veut dire que j'ai fait des recherches. Ça veut dire ce qui arrive à mon pays là. Quand on met mon pays sur une liste grise là, je n'aime pas et je ne vais pas accepter. Et je vais dire haut et fort, ce sont les Libanais qui sont à la base. Ce qu'ils ne peuvent pas faire au Liban là, pourquoi ils viennent faire ça dans mon pays? C'est ça qui me fait mal. Et c'est ça que je vais dénoncer. Cette mafia opère en Afrique de l'Ouest par des éléments de l'Andrangheta déployés dans ces zones par le biais de deux mécanismes principaux. La présence continue et des intermédiaires de confiance établis grâce aux prospections qui ont commencé en 2010 des membres des clans rattachés à l'Andrangheta. Et donc, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, cette mafia-là a des éléments sûrs qui sont installés dans le pays, qui utilisent du leurre, du mensonge pour nous dire non, nous on est dans le commerce, on est dans ça, alors qu'ils font pire que cela. Et ça existe depuis 2010. Des membres des clans rattachés à l'Andrangheta. Les éléments infiltrés dans l'écosystème des affaires ont profité du chaos et de l'urgence des nouvelles autorités à reconstruire pour passer inaperçus à travers des entreprises qui venaient investir en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'on a fini notre crise post-électorale, vu que le pays était désorganisé et que la Côte d'Ivoire avait besoin d'investisseurs d'attirer, ces personnes-là ont profité, se faisant passer pour des investisseurs. Et l'urgence de reconstruire le pays, ils sont venus, soi-disant, ils ont créé des entreprises pour investir en Côte d'Ivoire, mais en réalité, ce qu'ils font est bien plus sale, plus triste. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le bastion de l'Andrangheta en Afrique de l'Ouest. L'une des plus puissantes mafias au monde. Ça là, c'est qui est la vérité là. On va dire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le bastion. Je suis militant RDR, RHDP. Mais ce qui est vrai là, je vais dire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le bastion de l'Andrangheta en Afrique de l'Ouest, l'une des plus puissantes mafias au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça est là, j'ai pu avoir le document, je vais informer les Ivoiriens. Il faut qu'on lutte pour que ça là, ça cesse. C'est ça l'objectif. Et le document, il est clair, il est en face. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui le bastion de l'Andrangheta en Afrique de l'Ouest. Quand on dit tu es le bastion là, ça veut dire tu es la capitale, tu es le centre principal de la mafia qu'on appelle l'Andrangheta. L'une des plus puissantes au monde.
Et avec ça, on se plaint qu'on soit sur une liste grise. On a même été chanceux. À la fois comme plaque tournante du blanchiment d'argent et point clé pour l'ancrage d'éléments des clans de l'Andrangheta. La Côte d'Ivoire n'est pas seulement un centre d'activité pour l'Andrangheta, mais ils utilisent la Côte d'Ivoire comme un centre international de blanchiment d'argent, mais aussi un point d'ancrage d'éléments des clans de l'Andrangheta. Ils utilisent la Côte d'Ivoire comme leur lance de leur plateforme de lancement. À partir de la Côte d'Ivoire, ils essaient maintenant de tendre leurs activités. En témoigne notamment l'enquête Spaghetti Connection. Et ce qui est dit là, il suffit de prendre le document qu'on appelle Spaghetti Connection, mené par la police italienne en 2018. Quand tu parles là, et puis tu ne donnes pas preuve là, c'est ça. C'est tout cela qui nous a conduit sur la liste grise. Et il faut qu'on explique bien à nos parents ivoiriens pour qu'on puisse désavouer ces faits-là et qu'on comprenne qu'il faut signaler le mal. Elle a permis de mettre à jour un réseau bien établi de l'Andrangheta qui importait de la cocaïne du Brésil depuis 2014 en utilisant un certain nombre de sociétés écrans. En 2018, des tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port de Santos, dissimulées dans un lot de machines lourdes à destination d'entreprises de construction ivoirienne. Ce trafic a été orchestré par un membre de l'Andrangheta appartenant au clan Romeo Satoshi de San Luca, avec le soutien de plusieurs personnes basées à Abidjan, ainsi que des hommes d'affaires italiens ayant des liens avec la Camorra et une autre mafia napolitaine. Quand vous parlez de Spaghetti Connection, là, comment la police italienne a su que la Côte d'Ivoire était centre international aujourd'hui de passage de drogue et de blanchiment d'argent? C'est une enquête qui a été faite, menée par la police italienne. On a découvert qu'il y a des gens, soi-disant qu'eux sont des investisseurs. Ils vont venir pour investir en Côte d'Ivoire. Ils ont des entreprises de construction. Ils prennent des matériels et puis ils chargent ça de drogue. Alors que ce sont des éléments de l'Andrangheta. Avec le soutien de certaines personnes basées à Abidjan. Et ce qui s'est passé à San Pedro, tout le monde a vu pour aller plus vite. Et ils font passer la drogue. Mais ce n'est pas seulement l'Andrangheta. Ils sont aussi en lien avec certains membres de la Camorra, qui est aussi notre mafia italienne. Et ceux qui étaient devant ce trafic-là qui a été orchestré là, celui qui était devant, c'était le clan Romeo Satoshi. Romeo comme Romeo-STACCIU de San Luca. Et il a fait ça avec le soutien de plusieurs personnes basées à Abidjan. Par ailleurs, l'enquête a démontré que les arrangements du côté brésilien pour fournir la cocaïne pourraient avoir impliqué des individus ayant des liens avec le PCC. D'autres enquêtes italiennes ont également mis en évidence la présence d'autres clans à Abidjan, avec l'implantation notamment des membres de plusieurs familles dans la ville d'Abidjan. Et aujourd'hui, ce que je vous dis là, c'est en français simple, tout le monde comprend. Ils se sont déplacés même physiquement, les groupes de mafias là, que ce soit l'Andrangheta, que ce soit la Camorra, que ce soit le PCC, ils se sont déplacés même physiquement pour s'installer même à Abidjan. Non seulement le blanchiment, non seulement l'exploitation de la drogue, la Côte d'Ivoire sert de zone de transit, de blanchiment d'argent, mais ils se sont même installés physiquement même à Abidjan. L'Andrangheta semble donc être un acteur majeur du transit, en gros de la cocaïne, en route vers l'Europe via l'Afrique de l'Ouest et le blanchiment, également des bénéfices dans la région, y compris les secteurs de la construction à Abidjan. Pourquoi on ne dit pas Bamako? Pourquoi on ne dit pas Accra? Pourquoi on ne dit pas Conakry? Pourquoi on ne dit pas Monrovia? Pourquoi on ne dit pas Abuja? Pourquoi c'est le nom Abidjan, Abidjan, Abidjan? Donc ne soyons pas surpris. Et acceptons le verdict et corrigeons-nous. C'est tout. À ce jour, ce qui paraît le plus inquiétant, ce ne sont pas les saisies records attribuées à la Côte d'Ivoire au cours des 10 dernières années, mais les saisies qui n'ont pas été effectuées, faute de pouvoir les intercepter. Il est bien connu par les enquêteurs spécialistes que la mafia n'hésite pas à faire elle-même
provoquer des saisies spectaculaires pour faire diversion, quitte à sacrifier les éléments qui ont juré fidélité aux parrains au prix de leur propre liberté pour le bien du clan, selon le principe de moins un lot saisi plus 3 lots qui passent égale 2 lots vendus. Et là, on va vous expliquer une méthode. Quand on voit, non, on a saisi 1 tonne de drogue, on a saisi 10 kilos de drogue, on a saisi 20 kilos de drogue, c'est très bien. Mais ce que vous n'avez pas saisi là, c'est là le vrai nœud, c'est là la vraie problématique. Et qu'est-ce que la mafia fait? Quand ils envoient de la drogue comme ça sur les pays comme la Côte d'Ivoire, en lien avec les gens qu'ils ont à Abidjan là, ils peuvent dire par exemple, voilà 100 kilos, voilà un individu qu'on va sacrifier. Parce que dans leur mafia là, il y a des gens qui disent, pour le chef là, même nos vies là on va donner, notre liberté on s'en fout, même s'il faut aller en prison. Là comme ça, ils vont rester en prison, ils s'occupent d'eux et de leur famille à vie. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un principe qu'ils appellent moins 1 lot saisi, plus 3 lots qui passent égale 2 lots vendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, on sent que les autorités d'un pays ont les yeux, ou même les enquêteurs internationaux ont les yeux sur nous, alors qu'on doit faire passer une quantité importante de drogue, qu'est-ce qu'on fait? On prépare peut-être 1 tonne de drogue, on sacrifie un de nos éléments qui nous a juré fidélité, et quand il sera en prison, on va s'occuper de sa famille, de lui-même et de tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, bon, toi, tu t'occupes de cette cargaison, tu vas. Tu connais les conséquences, tu seras arrêté et tu vas aller en prison, tout. Mais on s'occupe de toi et de ta famille. Il n'y a pas de problème. Mais ce que vous avez oublié, c'est qu'ils ont lancé 3 lots à la fois. Ils ont lancé 3 lots. Il y a un lot de 1 tonne, il y a un lot de 10 tonnes et il y a un lot de 100 tonnes de cocaïne. Donc, ils vont dire au premier lot là, de 10 tonnes là, d'1 tonne là d'aller. Quand lui va partir, on va le prendre, non? Quand on le prend là, on dit waouh, mais quelle saisie spectaculaire, on n'a jamais vu ça. Au moment où tout le monde est impressionné là, ils vont faire passer celui de 10 tonnes et celui de 100 tonnes là. Personne ne va s'en rendre compte. Donc, sur les 3 lots, il y a un qui a été saisi, ça a été fait exprès pour que 2 puissent passer. Et ces 2 là vont rapporter plus d'argent que le 1 là. C'est ça leur stratégie. Donc, au lieu d'être impressionné par ce qui a été saisi, soyez plutôt médusés, soyez plutôt groggy par ce qui n'a pas été arrêté, parce que c'est là que réside le mal. Enfin, notons que parmi les éléments d'enquête, il est précisé qu'une partie des bénéfices est blanchie dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai dit là, je crois que c'est très clair et les gens l'entendent. Maintenant, l'argent sale de la drogue et de tout ce que vous connaissez, quand ils ont ça là, il y a une partie qu'ils essaient de blanchir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je me demande même si ce n'est pas pour cela même que les maisons tombent, pour que toujours ils puissent être en train de construire les maisons. Il faut bien se demander. Sinon, c'est quel pays? Il n'y a pas de tremblement de terre, il n'y a pas de tsunami. Simple brise de mer fait tomber maison. Un véhicule passe net, la maison tombe. Est-ce que quelque part, des gens n'ont pas intérêt à ce que les maisons tombent pour que toujours le secteur de l'immobilier soit toujours en train de reconstruire, alors que c'est du blanchiment d'argent qu'ils sont en train de faire? En seconde partie, nous aborderons ce volet avec un exemple. Le cas d'une entreprise italienne. En réalité, une coquille vide qui est parvenue à tromper la vigilance de plusieurs administrations publiques ivoiriennes en se faisant passer pour une entreprise justement en construction et ayant pignon sur rue alors qu'il n'en était rien. Tout était faux, y compris les projets qu'ils avaient présentés comme ayant réalisé. On vous donne un exemple. Il y a une société immobilière italienne qui a trompé l'administration ivoirienne en se faisant passer pour une entreprise de construction. C'est une entreprise qui est très connue. Ils n'ont pas donné le nom ici. Mais alors qu'en réalité, c'était une filiale de la mafia qui était installée et qui faisait du sale boulot. Tout était faux, y compris les projets qu'ils avaient présentés comme ayant réalisé. Même ce qu'ils disent qu'ils avaient fait, tout était faux. C'est le lieu de rappeler à toutes les administrations publiques que la diligence, avant de rencontrer les dirigeants d'une entreprise, n'ayant aucune référence et s'afficher à leur côté,
est un exercice qui révèle de la bonne gouvernance. En effet, sous certaines apparences d'investisseurs au chevet des pays en développement comme la Côte d'Ivoire, se cache quelquefois la mafia et le crime très organisé. La source du document que je vous ai lu, United Nations Office on Drugs and Crimes. C'est le Bureau des Nations Unies en charge des drogues et des crimes. Ça, c'est eux qui ont fait ces recherches-là et qui ont mis ça à la disposition des uns des autres. Mais ce n'était pas la seule source. Vous souffrirez que je puisse vous donner aussi les autres sources qui sont ceux qui ont participé à cette enquête. Mais il y a aussi la filière atlantique entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest. Lucia Bird Ruth Benitez, de Lugo Gabriel Feltran Isabel Bibiana Pinho. Il y a aussi le FAPEPS, processus 20-07-167. Il y a le Global Initiative Against Transnational Organized Crime 2023. Il y a l'initiative globale contre le crime transnational 2023. On a aussi Malara Galarraga Gortasa I. Jill Alessi, le PCC, la très secrète confrérie brésilienne du crime. On a aussi Interpol. Donc vous voyez que ce que j'ai dit, je ne m'amuse pas. C'est ce que je vous ai lu là, c'est un résumé de quelque chose que je vous ai fait. Sinon, les documents qu'on a pris pour pouvoir faire ça, c'est ce qu'on est en train de vous donner. Il y a Interpol aussi, Cooperation Against Ndrangheta. Il y a le document de l'Interpol qu'on appelle Coopération contre l'Ndrangheta, entre parenthèses I-CAN, Organized Crime and Corruption Report Project 2024. Le projet de rapport sur le crime organisé 2024. Oui, merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Hein. Et l'émission d'aujourd'hui, c'est quand même effroyable. Hein. Et c'est très, très inquiétant parce qu'il y a vraiment un paradoxe. On ne comprend plus rien. Une Côte d'Ivoire qui a donné une belle image. Malheureusement, au fond, quand vous fouillez, il y a certaines affaires qui viennent ternir cette même image qui était vraiment reluisante au monde entier. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Donc, vous avez été ferme. Pas parce que nous sommes RHDP que nous allons pas dire la vérité. Et surtout, la vérité, quand ça éclate lundi, on n'attendra pas samedi parce que c'est le week-end qu'il faut le dire. Donc, nous, c'est un peu ça, la philosophie de cette classe. Et je vous en remercie infiniment. Et donc, ce problème de drogue, d'orpaillage, vous voyez que le blanchiment d'argent, finalement, au final, c'est, on va dire, c'est l'Ivoirien même qui n'est pas dans tout ça qui est lésé. Parce que quand vous voyez que, bon, les prix des terrains, les prix des maisons, des appartements flambent, c'est aussi cela, c'est aussi la conséquence de toute cette mafia-là qui fait que l'Ivoirien lambda lui-même ne peut plus acquérir ces biens-là à la sueur de son front. Et ça, c'est malheureux. Nous espérons que cette liste-là, on ne va pas se transformer en liste noire. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous enlever de la liste grise pour aller inscrire le nom de la Côte d'Ivoire sur la liste noire. Et ça sera vraiment très difficile pour nous de pouvoir retrouver quand même cet élément de bon élève dont nous quand même nous avons démontré. Et donc c'est ensemble que nous pouvons on va dire lutter, aider l'État surtout, parce que c'est ça aussi, parce que l'État seul ne peut pas. Si nous voyons quelque chose d'anormal, si nous constatons des trafics, il faudra pouvoir dénoncer. Donc, c'est aussi nous notre rôle de ne pas cacher, de ne pas laisser faire. Si nous sommes impliqués, si nous voyons qu'il y a un tel réseau, il faudra quand même être capable d'aider l'État et donc à travers les dénonciations pas calomnieuses. Espérons que, ensemble, nous allons pouvoir aider efficacement, que vous soyez de l'opposition ou même du pays, du RHDP, et aider l'État à faire des dénonciations sérieuses, bien sûr. J'ai dit qu'il faut que ce soit sérieux pour qu'on se corrige. Et c'est comme ça on construit un État. Merci. Je reste à l'écoute. Merci infiniment, cher aîné. Merci de ce que vous avez dit.
C'est ensemble que nous pourrons construire. Et j'ai beaucoup aimé la partie. C'est pas parce qu'une vérité advient le week-end qu'il faut attendre le lundi. En vérité, comme nous disait le Christ, ceux qui sont dans la vérité sont avec Dieu lui-même. Mais en même temps, le grand maître Socrate nous disait qu'il n'y a pas plus détesté que celui qui dira la vérité. Mais pourtant, chacun doit choisir sa voie. Et nous avons choisi la voie la plus dure. C'est de se faire détester. Mais au moins, là, on a notre conscience qui est libre. Et on a notre esprit qui reste en harmonie avec nous-mêmes. Même si on ne peut pas lutter contre les malfaiteurs, on va les dénoncer. Et ceux qui ont écouté ces émissions-là, c'est pour cela, c'est pas pour tourner film. Nous, on n'est pas là pour chercher à être influenceur. Nous, on n'est pas là pour chercher à impressionner quelqu'un. On veut que notre société aille de l'avant. Le président Ouattara ne peut pas avoir fait un si lourd boulot. Et des menus fretins vont s'amuser à salir toute l'image du pays. Ça fait extrêmement mal. C'est ça aussi qui nous amène à dire ces vérités-là pour que vraiment on puisse remuer l'arbre pour faire tomber tous les fruits pourris. Pour que vraiment... Parce que l'homme Ouattara, là, pour nous, c'est une mesure d'excellence. Et quand on entend de telles choses, on ne peut pas rester tranquille. Et moi, je vais continuer autant que cela se peut à dénoncer, jusqu'à ce qu'on voit des conséquences dans notre société pour dire que vraiment les choses ont véritablement changé. Parce que le président Ouattara ne mérite pas un tel traitement, qu'après tous ces efforts-là, on vient de dire que son pays est classé sur la liste grise. Moi, je ne peux pas l'accepter. Et vraiment, merci beaucoup d'inciter les uns les autres à la dénonciation, mais surtout vertueuse. Merci beaucoup, cher René. Le problème de blanchiment dont tu as parlé, mais surtout le problème, enfin, les commentaires sur les différents articles concernant justement le problème de notre inscription sur la liste grise du GAFI. À ce propos, ce que je voulais dire, il ne faut pas que les gens soient complètement paniqués et renversés. C'est vrai, depuis ma abord, c'est énervant, on est en colère quand on entend que son pays est sur une liste grise. Alors que la Côte d'Ivoire a toujours été sur la liste blanche. Il faut le reconnaître. Moi, j'ai fait une formation sur le blanchiment des capitaux et tout ça, une année. Mais l'année où moi je faisais, c'est le Ghana qui était sur la liste grise. Et aujourd'hui, le Ghana a quitté la liste grise. Vous voyez, j'ai fait exprès d'en parler, c'est la réalité, je n'invente rien. J'en parle parce que rien n'est fixé. Tout peut changer. De la même manière qu'on est quitté la liste blanche pour venir sur la liste grise, on peut quitter la liste grise pour repartir sur la liste blanche. Il y a 14 points que la Côte d'Ivoire doit satisfaire. Une fois que les 14 points seront satisfaits, on va revenir sur la liste blanche. Parce que le Ghana était sur la liste grise, en ce moment, la Côte d'Ivoire était sur la liste blanche. Donc, comment le Ghana a fait pour sortir là? On n'a pas obligé de copier complètement, mais on peut s'inspirer aussi de certaines actions qui ont été menées localement. Mais le GAFI même a déjà donné des recommandations. Si on suit ces recommandations, il va nous enlever sur la liste grise. Mais ce n'est pas parce que simplement la Côte d'Ivoire a du trafic de drogue qui passe par la Côte d'Ivoire, qu'on a une plateforme et tout ça, qu'on a été inscrit sur la liste grise. Ce n'est pas à cause de ça. La drogue a toujours circulé en Côte d'Ivoire dans l'Afrique de l'Ouest. Ça, retenez ça. La drogue circule, il n'y a pas un pays où la drogue circule plus qu'aux États-Unis. Même pas les États-Unis ne sont pas sur la liste grise. Parce que justement, il y a un arsenal juridique qui a été mis en place et il y a des actions qui sont menées par l'État fédéral qui fait que, justement, on n'inscrit pas ces pays-là sur la liste grise. Parce que le phénomène de la drogue est très complexe à combattre. Ça, c'est vraiment, il faut que les gens soient convaincus de ça. Maintenant, moi, je vais donner rapidement quelques éléments pour qu'on puisse sortir de cette liste grise pour venir sur la liste blanche du GAFI. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un certain nombre de solutions rapides que je peux donner. Il y a d'abord le renforcement du cadre juridique et réglementaire. Ça veut dire quoi? Prendre une loi. On peut s'inspirer du Sénégal. Le Sénégal a pris une loi sur le financement du terrorisme, le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, qui a été concluant, que les gens, vraiment, ça a été intéressant. On peut s'en inspirer. On n'est pas obligé de copier la loi, mais on peut s'en inspirer. Il y a également des actions à l'amélioration des capacités institutionnelles. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on continue de former et d'équiper des autorités compétentes, c'est-à-dire les policiers, les forces de l'ordre, tout le système judiciaire, tout l'arsenal judiciaire pour pouvoir justement renforcer nos différentes actions. Il y a également le renforcement de la coopération internationale. Parce que vous savez, quand vous ne coopérez pas convenablement avec l'international, du coup, les gens ne savent pas réellement qu'est-ce que vous faites dans vos pays. Et
c'est pas évident non plus de pouvoir vous défendre vos cas, en tout cas de vous enlever sur la liste grise. Donc il faut qu'on coopère davantage avec l'international, donc une coopération internationale renforcée. Quatrième solution que moi, je pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation et puis beaucoup de formation du secteur privé. C'est-à-dire qu'il faut former le secteur privé à réagir par rapport, à pouvoir réagir par rapport justement au blanchiment d'argent. C'est-à-dire les gens doivent être vigilants. Mais il y a des processus de vigilance par rapport à l'égard de la clientèle et par rapport à la déclaration des transactions suspectes. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une entreprise où j'ai travaillé. Quand on doutait de certains capitaux, j'ai personnellement refusé de signer un contrat parce que je doutais de l'origine des fonds. Les fonds devaient venir, j'ai demandé comment est-ce que le gars devait payer. Il a dit que les fonds devaient venir des îles Caïmans. Je lui ai dit de m'envoyer les coordonnées de la banque. Il a envoyé les coordonnées de la banque. On a interrogé le CENTIF. Le CENTIF, c'est un organe où justement, comment on appelle, cet organe-là est mis en place pour lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est le renforcement. Le CENTIF, c'est quoi? Cellule nationale de traitement des informations financières. CENTIF. Cellule nationale de traitement des informations financières. Donc, on a interrogé le CENTIF et le CENTIF nous a dit qu'il y avait des doutes. Ils n'ont pas été affirmatifs. Du coup, nous, on a refusé l'origine des fonds. Donc, vous voyez que c'est important, justement, ces éléments-là. Donc, je reprends rapidement, très vite. Renforcer le cadre juridique et réglementaire. Donc, adopter une loi spécifique anti-blanchiment et financement du terrorisme. Mise en œuvre stricte des recommandations du GAFI. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a 14, globalement parlant, et que nous devons, en tout cas, respecter. Si on a respecté ces 14 éléments, ils vont nous faire sortir de la liste grise pour nous envoyer sur la liste blanche. Voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est l'amélioration des capacités institutionnelles. Donc, renforcer la cellule nationale de traitement des informations financières qu'on appelle le CENTIF. Si on a renforcé ça, donc former davantage les gens, les spécialistes et tout ça, augmenter le budget de fonctionnement du CENTIF pour leur permettre de donner beaucoup plus de capacités financières à agir. Et puis créer un tribunal spécialisé dans les crimes financiers. Oui, on a déjà créé le pôle pénal, mais c'est pas, le pôle pénal n'est que, c'est un procureur, c'est pas le tribunal. Donc ici, moi je parle de création de tribunaux spécialisés. C'est important, hein, la différence. C'est-à-dire, on a créé un procureur spécial, mais il faut créer aussi un tribunal spécial où des juges du siège, des juges qui siègent, ils sont différents. C'est-à-dire, le procureur, lui, poursuit les criminels pour le blanchiment d'argent, et il y a un magistrat qui reçoit le dossier. Donc, devant ce magistrat spécial, il y aura le procureur du pôle pénal financier, et puis il y aura un avocat de la défense pour les gens qu'on va arrêter. Le troisième point que moi je peux dire, il y a le renforcement de la coopération internationale dont j'avais déjà parlé. Voilà. Et le quatrième point, c'est la sensibilisation et la formation donc, du secteur privé, dont je vais également parler, mais c'est juste pour donner des exemples. On peut s'inspirer du Maroc, par exemple, par rapport à ça, qui, pour la formation des professionnels financiers, qui a permis une meilleure détection des pratiques de blanchiment. Vous voyez, il y a des exemples qui existent dans le monde où les gens ont éprouvé. Des exemples qui ont été éprouvés, des pratiques qui ont été éprouvées, dont on peut s'inspirer. Voilà. Il y a également le renforcement des processus qu'on appelle Know Your Customer. Know Your Customer. C'est-à-dire les banques ivoiriennes devraient adopter des systèmes automatisés pour vérifier l'identité des clients et signaler les activités inhabituelles. Ensuite, il y a une cinquième solution qui est la mise en place d'un mécanisme de surveillance et d'évaluation. On fait des audits périodiques par des organismes indépendants. Au Nigeria, ça existe. On peut faire aussi des rapports publics sur l'évolution des actions de certaines entreprises. C'est important. C'est ça la transparence. Enfin, certaines actions concrètes seraient de faire quoi? Partenariat entre les grands groupes financiers, solliciter des partenaires entre des banques comme Ecobank ou la BOAD pour financer des programmes anti-blanchiment. Encourager des lanceurs d'alerte. Moi, je ne parle pas de délation, hein, de vrais lanceurs d'alerte. Comme nous on fait là, c'est-à-dire avec des preuves à l'appui, on lance des alertes. Pas pour venir gâter le nom de quelqu'un parce qu'on est contre quelqu'un. Si tu fais ça, il y a la dénonciation calomnieuse, on peut te poursuivre en justice. Donc, de vrais lanceurs d'alerte. Donc, avec tous ces éléments, je pense qu'on
peut arriver à sortir de la liste grise pour aller sur la liste blanche. Voilà ce que je voulais dire éclaireur sur ce point qui nous touche tous, dont on se sent concerné parce que en tant qu'Ivoirien, et puis surtout parce que c'est le pouvoir du président Ouattara, il ne faut pas que ce pouvoir-là soit sali par je dirais, un détail, un détail, un détail qui, en fait, n'est pas du fait du gouvernement, mais du fait, ce qu'on reproche au gouvernement, c'est le renforcement du contrôle et le renforcement des actions, donc a priori, et des actions a posteriori. C'est important pour pouvoir protéger justement l'économie contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Voilà ce que je voulais dire très rapidement, éclaireur.